RMC, les grandes gueules, SOS Service Public. Depuis lundi, police, hôpital, prison, transport, éducation, notre administration n'en peut plus. On donne la parole à ce personnel parfois débordé qui se plaint d'un manque de moyens, d'être au bord du burn-out, mais qui est au service des Français et qui écoute en plus les grandes gueules. Donc on a eu le témoignage de notre institutrice, Marion, c'était lundi, Anas, le cheminot, mardi, Abdoulaye, hier, le policier, et aujourd'hui nous donnons la parole à Guillaume Gandouin. Bonjour. Bonjour. Infirmier aux urgences, l'Hôtel Dieu à Paris, infirmier depuis 2010 à l'Hôtel Dieu, mais diplômé depuis 2009, c'est ça ? C'est ça. 33 ans, C'est une vocation, infirmier ? C'est un métier que je voulais faire, ça c'est sûr. Après, est-ce que c'est une vocation ? Je sais pas. Il faut faire toujours attention avec ce mot vocation, parce que derrière, ça a des connotations un peu de bonne sœur, de tout ce qu'on peut avoir, et donc une espèce de capacité à tout accepter, tout endosser, sans jamais remettre en question le système. Donc c'est un métier que je voulais faire, je fais des études, on m'a donné un diplôme, je suis très content de faire ce métier, je changerai pour rien au monde. Maintenant, le mot vocation, il faut faire attention. Quand on va aux urgences, maintenant, on a plus affaire à des infirmiers qu'à des médecins. Parfois même, on a du mal à voir un médecin. Parce qu'il y a un problème de toute façon de sous-effectif, que ce soit du côté des paramédicaux ou des médicaux. Il y a un vrai problème de recrutement. Il y a un problème d'attractivité du secteur public aussi. C'est-à-dire que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. On a de moins en moins de moyens. Les salaires, faut quand même être honnête, sont pas très élevés pour un médecin ou pour des infirmiers. Donc forcément, on a une difficulté de recrutement. Vous gagnez combien ? Alors moi, je suis donc à 10 ans de fonction publique et je suis à 1 920 € net par mois. Après 10 ans ? Ouais. Et vous pouvez espérer grimper ? Je finirai à 2005. En fin de carrière ? Ouais. Vous pensez avec finir... 2 à 3 week-ends par mois, des horaires décalés, comme tu disais tout à l'heure, les jours de 31 décembre, Noël. Mais quand on vous dit que les fonctionnaires sont privilégiés ? Alors, on a une partie, faut pas non plus mentir sur tout. On a une partie où, en effet, on a une sécurité de l'emploi, on a un salaire qui tombe tous les mois, on est prioritaire pour être payé, ça c'est quelque chose quand même qui est important. Donc, on a une certaine, aisance dans le fait de se coucher le soir en se disant le lendemain matin, je vais peut-être pas être convoqué pour être viré, tout ça. Ça, c'est quand même une partie qui est quand même assez intéressante. Maintenant, on a des conditions de travail qui sont de plus en plus déplorables, avec un manque de matériel, un manque de moyens, un manque de reconnaissance, de plus en plus de petits contrats qui se multiplient. On a aujourd'hui des infirmiers qui trouvent pas de travail. Donc ça, c'est aussi compliqué. Le manque de moyens, comment il se caractérise concrètement ? Le manque de moyens, on nous dit à un moment donné, on va pas renouveler tel et tel équipement, on va pas pouvoir avoir de l'argent pour renouveler quelqu'un qui part, on va devoir faire appel à l'intérim. Parce que vous avez 2 arrêts de travail le même jour, on fait un appel à l'intérim la veille pour le lendemain, mais on n'est pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Donc vous vous retrouvez en sous-effectif sur votre temps de travail. Mais c'est une question de gestion, de mauvaise gestion, ou c'est vraiment parce qu'il y a un manque d'argent ? Parce que le paradoxe, c'est que l'argent public, il est là, la pression fiscale, elle est là. Notre État-providence, même s'il a quelques faiblesses, il fonctionne encore. C'est la conjonction des deux. Il y a en effet un vrai manque d'argent et d'investissement dans les bons secteurs. Ça, c'est une première des choses. C'est quoi dans les bons secteurs, simplement pour qu'on comprenne ? Il y a un moment où il faut se rendre compte aussi de quels sont les besoins de la population. On voit bien qu'on a une population qui vieillit, on a de moins en moins d'argent qui sont mis sur la gériatrie, sur les EHPAD, alors que c'est là où il y a besoin. On a de moins en moins de lits et d'argent qui sont mis dans les lits hospitaliers, alors que nous, aux urgences, en fait, c'est ça qui fait l'engorgement des urgences. C'est de dire, qu'est-ce que je fais du malade que j'ai besoin de coucher pendant 24, 48 heures ou plus longtemps ? On n'a pas les services pour les accueillir, donc c'est des gens qui restent sur des brancards le temps qu'on trouve un service. C'est toutes ces choses-là. On est obligé de les hospitaliser. Est-ce qu'on peut pas les renvoyer chez eux avec une hospitalisation à domicile ? On peut pas développer cela ? Ça va dépendre de la pathologie qu'a le patient, en fait. Il y a clairement un virage ambulatoire qui va être pris, mais un exemple très concret. J'ai vu un patient de 25 ans qui avait pas d'antécédent, il avait mal au ventre. Il a vu son médecin, il a dit on fait un traitement. Dans 15 jours, ça va pas mieux, on fait une fibroscopie. Il fait une fibroscopie 15 jours plus tard, ça va pas mieux. Il revoit un autre médecin, une prise de sang. Et il finit par atterrir aux urgences après 15 jours de douleur insoutenable, où il va dans un centre hospitalier universitaire parisien de renom. Il attend 5 heures aux urgences. Au bout de 5 heures, il tombe sur un interne. On oublie de dire que les internes ne sont que des étudiants en médecine. Ce ne sont pas des médecins thésés. Il ressort au bout de 5 heures avec un diagnostic de gastro-entérite sans examen complémentaire. Il rentre chez lui. Il part en province, en Ardèche, où il est reçu dans un autre service d'urgence. On lui fait un scanner. Il avait un cancer du rein. Il a été opéré en urgence. On lui a retiré le rein, une partie de l'estomac, une partie du côlon. Donc voilà où est-ce qu'on en est en 2018. Nos services d'urgence débordent et explosent. Non mais c'est dangereux. Mais
Et malheureusement, l'évolution ne viendra que par un drame. Et je me souviens déjà en 2011, à Montfermeil, quand j'étais interne, une étudiante, un médecin sénégalais, quand elle était arrivée dans le service des urgences, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais c'est pas possible, c'est pire que chez nous ». Donc c'est ce vers quoi on s'amène. Le jour où il y aura vraiment des morts, c'est peut-être là qu'on changera malheureusement. Et encore des morts, il y en a eu, des drames, il y en a eu. Nous, on a déjà dénoncé des choses. Ça change pas forcément grand-chose. On les oublie. On les oublie. Et puis il y a un problème aussi de dialogue. On parlait de la grève tout à l'heure. Vous parliez des cheminots qui bloquent le pays. Nous aujourd'hui, quand on fait grève, en fait, on est réquisitionné. Et finalement, excusez-moi de dire, mais ça emmerde personne. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait plier le gouvernement ? Comment est-ce qu'on en arrive à pouvoir rentrer vraiment dans un dialogue ? C'est de faire chier le monde. Vous voyez ce qui se passe ? Non, simplement ce qui se passe en ce moment, c'est le hasard du calendrier parce qu'on vous reçoit. Mais Macron visite un CHU, celui de Rouen, sur le thème de l'autisme, et il y a pas mal de monde. Il y a notamment du personnel hospitalier devant pour l'interpeller. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Le problème, c'est que c'est aussi... Alors, interpeller, c'est bien. Être à l'extérieur avec des banderoles, c'est bien. Sauf que vous le faites sur vos jours de repos. Parce que pendant votre temps de travail, vous n'allez pas être gréviste. Il y a un moment où il va falloir... peut-être qu'on débloque les choses et qu'on se dise non, on va pas travailler. Et puis pour que la population, parce qu'on a toujours cette image où la population nous soutient, ils sont avec nous, tout ça. Sauf qu'on voit bien quand on fait des grèves, il y a personne avec nous. Quand on ferme des hôpitaux, la population, elle va un peu se mobiliser, mais finalement ça dure pas dans le temps. Donc oui, on a un soutien de la population parce qu'il y a une reconnaissance de notre métier, il y a une reconnaissance de ce qu'on fait, mais on est peu soutenu parce que finalement, en fait, on n'embête personne quand on fait une grève. Et les vidéos, par exemple, Fatima, comme la vidéo qui était devenue virale de Sabrina, elle s'appelait Sabrina Nali, ouais. Voilà. C'était quoi, rappelle la vidéo alors elle était très bien, où elle parlait des conditions, et elle était très concrète et vraiment habitée par sa cause. Et la vidéo a circulé, après elle a été invitée dans différents médias. Voilà, une occupation médiatique et puis une communication sur comment ça se passe vraiment. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un effet sur l'opinion publique assez fort? Mais tout le monde, je veux dire, c'est pas Sabrina, c'est pas la première à avoir pris la parole. On a eu Patrick Pelloux, on a Gérald Kierzek, on a une tonne de personnes qui parlent de l'hôpital et finalement ça change rien. Et c'est pas un problème de gauche, de droite. Ça fait des années que les gouvernements successifs font la casse de l'hôpital public parce que c'est une vraie lourdeur aussi financière. L'hôpital public, faut pas non plus. Mais est-ce que l'hôpital doit être rentable ? Je sais pas. Aujourd'hui, le problème de l'hôpital, c'est que ça a un coût aussi de fonctionnement pour le public. C'est-à-dire que c'est pas que les actes qui coûtent de l'argent. C'est l'entretien des locaux, c'est le montage des structures, c'est tout ça. Et on a eu une ouverture à la concurrence, qui est le privé malgré tout. Le privé, c'est parfait parce que l'État, lui, ne rembourse que les actes, mais ne soutient pas tout le fonctionnement structurel de l'établissement. Et du coup, l'hôpital public se voit un peu diminuer en termes d'investissement financier. On a un problème aussi avec la médecine de ville, qui pendant très longtemps, et ça c'est aussi un peu de notre faute, c'est que l'hôpital a craché sur la médecine de ville en prenant ça un peu comme une sous-médecine. On a dévalorisé la médecine générale, on paye pas assez les médecins généralistes. La consultation en secteur A aujourd'hui... Les urgences débordent, c'est parce que comme il y a moins de médecins généralistes, on va directement aux urgences, c'est le réflexe. Moi j'ai des patients, et quand j'entends oui mais c'est parce que c'est gratuit et compagnie, c'est pas vrai. Moi j'ai des patients qui viennent, qui gagnent bien leur vie et qui disent mais en fait je ne sais pas où aller. J'appelle mon médecin, il peut pas me prendre avant 2, 3, 4 jours. Il y a des médecins qui ne prennent plus de patients. Ils disent moi j'ai une patientèle qui est pleine, je peux plus. Non, mais concrètement, regarde, un truc tout bête. Demain, tu tombes, tu te fais une plaie de l'arcade sourcilière. Est-ce que tu as besoin d'aller aux urgences, d'attendre 5 heures pour qu'un médecin, moi je suis médecin généraliste, je peux te suturer sans problème. Mais il faut pouvoir le voir, ce médecin généraliste. Et voilà, le problème c'est qu'on a effectivement tellement craché sur la médecine de ville en considérant que les médecins généralistes c'est des petits, c'est de la bobologie. Une entorse de cheville, pourquoi devrais-tu passer par les urgences pour une entorse de cheville pour laquelle il faut juste une radio, je te fais une attelle, ça prend 30 secondes. Donc on a complètement paralysé le système. Donc en fait, attends, vous êtes en train de nous dire que les urgences accueillent des gens qui pourraient être ailleurs. Ça pourrait comme ça, simplement, les urgences servir aux vraies urgences. C'est pas que la solution, il y a aussi un problème de lit d'aval, d'attractivité. Pourquoi on parle souvent des médecins mercenaires, des infirmiers libéraux mercenaires qui vont faire de l'intérim, là ils vont gagner 2 à 3 fois plus, car c'est le réel salaire qu'ils devraient avoir. La médecine n'est plus attractive, même en hospitalier. Et le paradoxe, c'est qu'on nous explique que la santé doit être rentable. Le problème, c'est qu'on est dans un des pays au monde où on paye le plus d'impôts. Et je suis désolé, quand je paye des impôts, c'est pour un service. Or, le service n'est pas à la hauteur de ce qu'on paye. Si des gens payent beaucoup d'impôts, on va pas demander aux Français de repayer encore des impôts. Le problème, c'est qu'on ne devrait pas avoir l'hôpital comme une entreprise classique dans laquelle on doit absolument avoir une rentabilité, un seuil, sans être bien sûr déverser de l'argent public à Jimmy, je veux bien tout ce qu'on veut, mais mais alors, l'hôpital ne devrait pas être rentable. L'éducation, ça ne doit pas être rentable. Le sport, 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 ça ne doit pas être rent
doit pas être rentable, rien ne doit être rentable, il y a vraiment tout est mal géré. Et personne ne veut payer d'impôts, donc à un moment, il faut vous poser les bonnes questions. Non, mais l'hôpital, il est pas là pour être rentable. Non, mais ça ne doit pas être un gouffre non plus. Non, mais attendez. L'hôpital, quand on soigne quelqu'un, d'accord, il y a une conséquence sur la société. Ça veut dire que quand on vous soigne correctement, vous retournez travailler, d'accord, plus rapidement, parce que vous avez eu des soins qui étaient corrects, d'accord. Donc il y a un coût sur la société qui est moindre si on vous soigne correctement. Parce qu'au lieu d'avoir 15 jours d'arrêt, parce que vous avez pris du temps, parce que vous n'avez pas eu accès aux soins rapidement, d'accord, vous avez 15 jours d'arrêt. Vous voyez votre médecin, vous êtes rapidement mis sous traitement. La maladie que vous avez passe, vous retournez plus rapidement travailler, vous reconsommez plus rapidement. Donc derrière, il y a des conséquences économiques à être bien soignées. On continue la discussion dans un instant. Il y a d'autres questions à poser à Guillaume Gandouin, notre infirmier SOS Service Public. Aujourd'hui, gros plan sur l'hôpital. À tout de suite. La suite des grandes gueules sur RMC numéro 23. Estelle Denis va peut-être arriver en courant puisqu'elle veut à tout prix qu'on se mette à la course à pied. Demain, je m'y mets chez First Edition. Le grand oral d'Estelle Denis, qu'on retrouve tous les soirs également sur l'équipe TV, sera avec nous dans maintenant 20 minutes à midi. Mais pour l'heure, suite de notre opération SOS Service Public, après l'instit, après le policier, après le cheminot, aujourd'hui l'infirmier. Alors c'est une profession pourtant, Guillaume, qui est avant tout féminine. Mais il y a de plus en plus d'hommes dans ce boulot. Il y en a de plus en plus, oui. On commence un peu à sortir du lot, c'est bien. Vous êtes infirmier dans un hôpital public parisien, l'Hôtel Dieu, depuis 2010. J'avais entendu un jour une infirmière m'expliquer que finalement, les infirmières ou les infirmiers, ils font 10 ans ou 15 ans de maison, puis ensuite ils en peuvent plus, ils s'en vont. La durée de vie, là, sur les dernières études d'une infirmière de travail, c'était entre 7 et 8 ans. Voilà, globalement, au bout de 7 ou 8 ans, les gens, ils changent. Et ils changent parce qu'ils craquent ou ils changent parce qu'ils ont fait le tour ? Alors, soit parce qu'ils ont fait le tour, soit parce qu'ils craquent. Je pense que quand on est bien dans son métier, on y reste. Et bien dans son métier, c'est pas forcément que le salaire, hein, c'est aussi les conditions de travail. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Et le sens. Et puis le sens qu'on met sur le soin, les valeurs, savoir comment est-ce qu'on est encadré, qu'est-ce qu'on nous apporte pour pouvoir nous aider à travailler, comment est-ce qu'on est reconnu, la progression de carrière aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une progression de carrière qui est quand même très limitée. Donc si on rentre pas dans le moule de faire infirmier, cadre sub, directeur des soins et de rester dans cette lignée du public, il y a peu d'attractivité ailleurs. Vous avez beau faire des formations à côté, en fait on vous les paye, on vous les reconnaît pas non plus. Est-ce qu'il y a un problème de DRH ? On dit souvent que dans la fonction publique, on gère mal les ressources humaines, justement les envies des uns des autres. On ne personnalise pas suffisamment le parcours du fonctionnaire, puisqu'on globalise, et c'est ça aussi qui rend parfois un peu désespérant ce travail. C'est ce que je vous disais, c'est que on va par exemple dans nos notations annuelles demander des formations pour pouvoir avoir des choses en plus, sauf que tout ça, oui, on va nous les financer, on a encore un peu de chance à ce niveau-là de pouvoir avoir des formations qui sont financées, sauf que derrière, le retour sur investissement, il est de 0. Vous revenez, vous allez faire un diplôme sur la douleur, derrière vous revenez, oui, vous allez l'utiliser, mais il n'y a pas de valorisation de ce que vous allez faire. Vous faites des choses, je sais pas, un peu sur du management, des choses comme ça, on va pas vous permettre parce qu'il faut que vous fassiez l'école des cadres et que vous rentrez dans tout ce cursus pour pouvoir valoriser vos acquis. Donc ça aussi c'est compliqué de se dire en fait je vais commencer ma carrière en tant qu'infirmier, je vais la finir en tant qu'infirmier. Il y en a, ils se satisfont de ça et c'est très bien. Il y en a d'autres, ils aimeraient pouvoir évoluer dans d'autres structures. Mais malgré tout, les infirmiers sont quand même maltraités. Ils ont été maltraités par les précédents gouvernements. Je me souviens de Marisol Touraine qui donnait une prime exceptionnelle aux infirmiers travaillant de nuit, majorée de 1 euro de l'heure sur une nuit. Donc voilà comment on explique que si vous faites des nuits, car on oublie que quand on travaille la nuit, on perd de l'espérance de vie, on a un risque accru de pathologie cardiovasculaire, qu'on a un risque accru d'accidentologie, qu'on a un risque accru de pathologie psychologique, et derrière, que pour cette valorisation, on leur donnait 10 euros pour la nuit. Donc les gouvernements se moquent des soignants en méprisant les soignants, on méprise les patients, et le problème se retrouve aussi en médecine de ville. Les infirmiers de ville ne sont pas respectés. Quand un infirmier fait un acte et se déplace pour 2 euros ou 3 euros l'injection, alors qu'ailleurs, tu vas en Angleterre, ça te coûte 30 à 40 euros pour aller voir un infirmier. On méprise les soignants et du coup, on fait que ce n'est plus attractif et du coup, ça en pâtit sur la qualité du service. Donc il y a un réel problème. Je pense malgré tout qu'Agnès Buzyn a compris qu'il y avait des problèmes et je pense qu'elle va globalement, elle essaie d'aller dans la bonne direction. La ministre de la Santé vient de l'hôpital, Agnès Buzyn. Elle dit, moi je connais, je sais les problèmes et je veux inventer l'hôpital de demain. Je pense qu'elle a un diagnostic qui est bon. Ce qu'elle propose, le diagnostic qu'elle fait de l'hôpital est bon. Après, il va falloir aussi revoir sur les axes d'amélioration. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Lesquelles, par exemple ? Je pense que le tout ambulatoire, c'est pas une solution non plus.
Tout ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez le matin et vous avez votre intervention et vous ressortez le soir. C'est pas forcément une solution pour tout. Il faut aussi se rendre compte que l'ambulatoire et l'acte, ça coûte moins cher. Sauf qu'il faut aussi l'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Vous avez 25 ans, vous êtes en bonne santé, vous rentrez pour une intervention, vous ressortez le soir, il n'y a pas de souci. Vous êtes habité dans Paris, globalement, vous savez que votre hôpital, il est à 5-10 minutes, vous pouvez y retourner rapidement. Vous êtes en province, vous avez 40 minutes avant de pouvoir retourner à l'hôpital. C'est compliqué. Vous êtes âgé. C'est compliqué de pouvoir aussi rentrer parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a un isolement aussi des personnes. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte et ne pas dire l'ambulatoire c'est la solution à tout. C'est quelque chose qui en effet peut faire des économies, mais qui doit vraiment être réfléchi et adapté en fonction du patient. Et on ne doit pas non plus venir contrôler toutes les décisions d'ambulatoire ou non ambulatoire que le médecin posera. Est-ce qu'on peut fermer un petit hôpital? Parce que souvent on se mobilise, un petit hôpital à fermer, ça devient une catastrophe. Or, moi je comprends l'idée plutôt d'aller dans un hôpital moderne, où les médecins se sont regroupés. Alors c'est peut-être un peu plus loin, mais on est sûr d'avoir un service de qualité, peut-être de meilleure qualité que dans le petit hôpital qui voit pas grand monde et qui est vétuste. Alors en fait, il faut, à mon avis, rétablir le maillage sanitaire sur le territoire. Il faut vraiment repartir. On l'a déjà fait, non? C'est pas Bachot qui avait fait la réforme de la carte hospitalière? Oui, mais on voit bien que ça n'a pas marché, puisque de toute façon, il y a encore des hôpitaux qui continuent à fermer. Donc on doit revoir les structures. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des hypercentres, des choses qui sont très spécialisées dans de la médecine très pointue. Ça doit continuer à exister. Et en effet, sur les choses très pointues, c'est en pratiquant tous les jours qu'on commence et qu'on acquiert toute cette expérience. Maintenant, on doit avoir du premier recours. Le premier recours, d'abord, c'est la médecine de ville. On peut pas avoir des dispensaires, par exemple? Et après, on doit avoir des hôpitaux qui vous permettent d'avoir un service d'urgence pour la suture, pour la douleur thoracique, où vous soyez rapidement diagnostiqué et ensuite orienté rapidement vers une structure qui va vous prendre en charge. On doit avoir des hôpitaux qui puissent vous permettre de garder 24, 48 heures le temps que ça aille mieux. Parfois, il y a des patients qui n'ont pas besoin d'aller dans des services spécialisés, qui ont juste besoin d'avoir ce qu'on appelle des services de médecine générale. Vous avez une personne âgée qui a besoin de 24-48 heures d'antibiotiques avant de pouvoir rentrer à la maison, parce qu'on sait que c'est ce qui va l'améliorer. Et ensuite, elle pourra avoir un relais un péros par la bouche. Mais on n'a pas de lit pour les garder, ces patients-là. On n'en a pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aux urgences. Ce qu'on oublie de dire, c'est que quand on ferme des services de proximité, là où l'idée paraît bonne de se dire on va fermer tous les petits services, on va faire des méga centres urbains, il y aura toutes les spécialités, vous inquiétez pas. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a déjà fait la même chose avec les maternités qui ont fusionné. C'est exactement ce que j'allais dire. Quand on ferme une maternité et où il va y avoir par exemple 10 sages-femmes, 10 salles d'accouchement, on va pas rajouter ces 10 sages-femmes au nouvel hôpital. Donc en fait, il n'y en aura pas 10, il y en aura 7. Même chose pour les services d'urgence de proximité qu'on ferme. Donc en fermant des petits services, on aggrave la pression sur les hypercentres et on déporte le problème. Donc fermer les services de proximité, oui s'ils sont dangereux, oui s'il y a vraiment personne, mais non s'ils apportent quand même réellement quelque chose à la population. Par exemple pour la maternité des Lilas, où il y avait une grosse mobilisation pour que ça ne soit pas fermé, pour éviter d'être dans des situations où, exactement comme la personne que tu décrivais tout à l'heure, à cause des transports, elle est obligée d'arriver 2 heures avant et tout ça, pour le RERD, mais le problème, c'est qu'elle est loin aussi. C'est-à-dire, on se retrouve très loin. Des gens déménagent. Moi, mes parents qui habitaient à Héron, c'est un peu, ont déménagé à Poitiers aussi pour être proche des hôpitaux ou des choses comme ça. Mais tout le monde ne va pas déménager. Enfin, il y a des personnes à la campagne qui se sentent de plus en plus abandonnées finalement. Mais vous n'avez plus de service public à la campagne. Enfin, le service public a abandonné la campagne. C'est terrible. Vous n'avez plus de poste, vous n'avez plus, mais même dans les centres de service public, vous n'avez plus les petites épiceries. Vous n'avez plus rien. Eux n'ont pas la parole. Je dis qu'il vit à la campagne. Moi, je veux dire franchement que les services. Toi, tu vas où à l'hôpital? Si le tiers soigné en urgence, tu vas où? On a Niort, nous. Oui, correct. Il n'y a pas de. À Niort, il n'y a pas que des assurances. Non, il y a aussi un hôpital qui est quand même. C'est très sympa, Niort. Mais tu vois, par exemple, quand on parle de services publics comme la Poste, on ferme la Poste. Mais il faut se poser des questions pourquoi on ferme la Poste. La Poste n'amène aucun service. Parce que les horaires sont complètement décalés par rapport à ce que besoin la population, mais le personnel ne veut pas qu'on bouge ces horaires. Donc il y a un moment, dire si on veut maintenir du service public, moi je veux bien. Mais à ce moment-là, il faut maintenir un service qui est réellement un service, pas juste une présence, parce qu'on s'en fout. Que la Poste soit ouverte de 9h le matin à 16h, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Je bosse, je suis pas là. Oui. Donc j'ai recommandé, je peux jamais aller le chercher. Donc il y a un moment, c'est où la Poste s'adapte effectivement aux besoins de la population, et alors, effectivement, les horaires sont décalés sur 2 équipes où je sais pas comment on fait, je vais pas réfléchir à l'organisation, mais ça c'est un vrai service. Mais maintenir un service qui n'en est pas un, ça sert strictement à rien, et ça coûte. Oui, comme les mairies qui font des nocturnes pour l'administration. Voilà, mais bien sûr, mais les nocturnes,
parle de 16h à 16h30. Alors après, l'hôpital, c'est différent parce qu'il faut que ça soit ouvert 24 heures sur 24. Après, j'ai quand même l'impression, des fois, quand j'entends parler de tout ce qui se passe dans le milieu médical, j'ai l'impression que c'est à peu près ce que vivent tous les salariés dans leur entreprise. Parce que dans les entreprises, effectivement, comme je disais tout à l'heure, t'as pas toujours le matériel que t'as besoin, t'as pas toujours le personnel que t'as besoin. Est bien plus supérieur dans le monde médical que dans le monde de l'entreprise classique. Chez les agriculteurs, tu verras, c'est autre chose. Je parle de monde de l'entreprise, je ne parle pas des agriculteurs. Les agriculteurs sont au même niveau que les soignants. Je te rassure. Donc, quelque part, le mot de la fin, s'il vous plaît, à Guillaume. Il faut quand même pas oublier qu'on demande au service public de pouvoir répondre H24, 7 jours sur 7, 305 jours par an, présent, d'accord ? Vous avez parlé tout à l'heure des attentats, le soir des attentats, je suis désolé, mais on a tous été rappelés, il y en a qui sont revenus d'eux-mêmes, on a un service public qui aujourd'hui doit répondre H24. Nos week-ends peuvent être annulés s'il y a besoin parce qu'il manque du personnel, on peut nous demander de décaler nos vacances, d'accord ? Tout ça pour finalement des conditions de travail qui sont un peu compliquées. Mais Guillaume aussi, on vit dans un pays un peu gâté, un pays riche, et on oublie qu'on a tous ces services publics, qu'effectivement, le soir des attentats, on a tout d'un coup de mobilisation, mais il y a très peu de pays qui pourraient justement offrir cette mobilisation et tous ces gens qui sont disponibles immédiatement avec leur professionnalisme. Oui, il y a des impôts qui sont... dire merci le service public. Non, mais moi je suis fils de fonctionnaire, je dis merci le service public. On paye des impôts pour ça. Non, mais on se plaint tout le temps, mais on a un pays nanti. Tant mieux qu'on se plaigne. Tant mieux qu'on se plaigne. C'est-à-dire quoi ? En fait, on se plaint plus parce qu'on se dit on a le meilleur service public du monde. Quand même, en termes de classement d'accès à la santé, la France a diminué. Oui, c'est vrai, peut-être. Enfin, faut quand même le rappeler. Donc, on n'a pas forcément un service public qui est le meilleur du monde. Et je pense que ça, c'est très culpabilisateur de dire ça, de dire oh, mais attendez, vous avez le meilleur service public du monde, arrêtez. Non. Si on reste campé sur ce qu'on est aujourd'hui, on n'avancera pas. Et la médecine, aujourd'hui, elle a avancé parce qu'il y a des gens qui ont dit bah non, c'est plus comme ça aujourd'hui. Demain, ça sera comme ça. Et en fait, on a réussi à avancer, à progresser comme ça. Et donc, on doit aussi aujourd'hui, sur nos conditions de travail et parce que finalement, en fait, celui qui en pâtit, c'est le patient. Oui, et ben, c'est pour le patient qu'on doit se mobiliser. Merci Guillaume, merci d'être venu à la table des grandes gueules. SOS Service Public. Demain, on donnera la parole à un surveillant pénitentiaire. Ça sera Julien qui sera à votre place. Dans un instant, le match des GG.